Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'inclusion bancaire par le numérique. On va discuter maintenant durant l'heure qui suit sur les différentes tendances liées au numérique et au bancaire, le positionnement des banques, les évolutions, comment nous pouvons accompagner des personnes qui sont en situation de fragilité, vulnérabilité, fracture, peut-être même numérique, peut-être fractures ou difficultés financières qui, par manque de compétences, d'accès ou quoi, ne, ne peuvent, manque de compétences ou d'accès au numérique, ont du mal à gérer leur budget en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Ceci est le premier webinaire dans un cycle de 3 webinaires. Les 2 prochains webinaires traiteront le suivant sur les outils à disposition des aidants numériques pour accompagner justement des personnes qui sont en situation de fragilité numérique et qui aimeraient apprendre à mieux gérer leur budget, leur portefeuille, leurs outils bancaires. Et le troisième traitera de la sécurité en ligne, puisque quand on parle d'argent, on a envie que notre argent soit bien protégé, qu'on ne tombe pas dans un piège et qu'on ne le donne pas à des criminels qui souhaitent essayer de nous arnaquer. Euh, on va vous envoyer aussi le lien Eventbrite si vous n'êtes pas encore inscrit au prochain webinaire. Comme ça, vous pouvez suivre le tout et les 3 webinaires seront en replay sur notre chaîne YouTube 1, 2, 3 digits. On va commencer avec un contexte et quelques définitions. Le point sur la situation 2022. Quels sont les enjeux majeurs à l'heure de la numérisation? Et on termine par quelques points d'action pour les acteurs et les actrices de terrain pour vraiment vous aider, vous aiguiller et faire en sorte que vous soyez les plus armés pour, euh, pour accompagner des personnes qui sont en situation, je l'ai déjà dit, de fragilité numérique ou peut-être financière. Contexte et définition. En 2022, on a vu, et c'est un peu le point Godwin des années 2020, la situation sanitaire Covid n'a pas aidé, en tout cas par rapport à la dématérialisation de certains services. Ça a renforcé même le, le passage au numérique et on le voit dans les paiements sans contact. Février 2020, on était à 16% de paiements sans contact. Ça a été doublé en avril 2020. Et attention que là, ce ne sont que les chiffres dont nous disposons pour le moment, hein. Et on est en attente des chiffres pour la suite de 2020 et 2021, 22 même aussi. On voit qu'il y a un dédoublement du nombre euh, de paiements sans contact. Euh, la crise sanitaire a commencé, c'était mi-mars 2020. Donc, on sait, on l'a appris, mais sans avoir les chiffres exacts, que cette tendance s'accentue. On sait aussi que il y a une loi qui est passée que tous les commerces en Belgique doivent pouvoir accepter un paiement avec une carte bancaire. Donc, ça renforce cette dynamique de vouloir payer avec une carte bancaire. La crise sanitaire a renforcé le paiement sans contact pour éviter de devoir toucher euh, tous les clients les uns derrière les autres le même terminal pour entrer son code PIN. Voilà, donc cette tendance, elle était prévisible. Ici, on a déjà quelques chiffres. Ça se voit très fort. Donc, on voit qu'on va vers un changement d'habitude, hein. On a moins de cash, on a moins de liquide dans nos poches. On peut payer avec une carte bancaire sans contact et aussi avec son téléphone par code QR dans certains magasins. A contrario, malheureusement, quelque part, il y a quand même des, des inconvénients. On y reviendra plus tard aussi.
c'est il y a une baisse de nombre d'agences bancaires. On va voir pourquoi et on va voir quels sont les impacts. On voit aussi il y a une baisse du nombre de distributeurs de billets, ce qui est, ce qui est corrélé aussi au fait qu'on paye de plus en plus avec une carte bancaire et qu'on fait des paiements sans contact. Donc, on a besoin de moins de liquide, donc ils suppriment les distributeurs parce que c'est coûteux, parce que ça prend de la place. Voilà. Euh, il y a de nouveau des solutions dont on parlera. Et le premier point, vous voyez à côté de la flèche rouge, c'est que euh, en fait, nos usages, nos habitudes changent aussi. C'est qu'on paye de moins en moins avec du liquide, et ça se voit parce qu'il y a de moins en moins de retrait d'argent aux distributeurs. C'est assez important pour le citer. Quand on regarde à droite de la présentation, on voit qu'il y a un nombre d'abonnements à la banque en ligne, ordinateur ou smartphone, mobile banking, qui est lui aussi en très forte croissance continue. On va peut-être à un moment arriver à un plafonnement, mais pour le moment, on est toujours sur une tendance à la hausse. 14,7, donc presque 15 millions d'abonnements à la banque en ligne et 10,2 millions pour des applications mobiles. Ce sont le nombre euh, de comptes ouverts au total euh, auprès des banques chez des adultes. Donc, quand on sait qu'on a une population entre 11 et 12 millions d'habitants en Belgique, il faut retirer de ça les personnes mineures qui n'ont pas accès à un compte en ligne. Ben, on voit que la proportion de nombre de comptes, d'abonnements en ligne par rapport au nombre d'habitants est assez élevée. On a de plus en plus de comptes bancaires qu'on gère en ligne plutôt que via son agence. Voilà. Ici, il s'agit de comptes individuels. S'il s'agit de comptes professionnels, ça n'est pas précisé. En tout cas, les chiffres sont assez importants et ça montre quand même qu'il y a la gestion des comptes se fait de plus en plus en ligne. Les fonctionnalités du bancaire en ligne sont assez diverses et variées. Alors, les premières fonctionnalités, peut-être les plus intéressantes, je veux dire, ou les plus évidentes, sont tout ce qui concerne les paiements et les virements. On a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an euh, à nos comptes. On peut faire des comptes instantanément, on peut faire des paiements, on peut faire des paiements instantanément, euh, et, et ce, entre nos propres comptes, vers des comptes de personnes qu'on connaît. Donc, on a une certaine autonomie euh, dans la gestion de nos comptes. On peut payer aussi euh, instantanément avec des codes QR entre pairs. Hein, quand vous allez au restaurant et que vous partagez la note entre amis, eh ben, vous pouvez facilement rembourser la personne qui a payé pour tout le monde. Euh, voilà, donc il y a certaines fonctionnalités qui facilitent l'usage. Il y a la consultation et la gestion des comptes qui, euh, qui est aussi plus facile. On ne dépend plus d'un banquier ou d'un intermédiaire pour dire il y a autant sur votre compte, attention, vous êtes dans le rouge, il y a telle facture à payer. Donc, on a une autonomie plus grande sur nos comptes. Euh, et, et donc, on peut aussi paramétrer nos comptes comme nous le sentons et on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Les deux blocs de droite sont plutôt liés à d'autres fonctionnalités, sont peut-être moins connues, mais sont quand même intéressants à mentionner, sont tout, tout ce qui a trait à la souscription de nouveaux produits bancaires. Donc, vous pouvez ouvrir de nouveaux comptes via votre application bancaire. Imaginez que vous ayez déjà un compte à vue
et qui vous semble intéressant ou pertinent d'avoir un compte d'épargne, ça peut se faire très facilement en quelques clics via votre application bancaire ou via le PC banking sur ordinateur. Si vous voulez demander un crédit hypothécaire, par exemple, ça peut aussi se faire par là. Vous pouvez faire des simulations. Donc, vous avez accès en fait à pas mal de services bancaires que sinon il fallait demander à son conseiller ou à son banquier. Et alors, dernièrement, on a accès à tout l'historique de messagerie, de ses extraits de compte, et on peut rentrer en contact avec sa banque aussi euh, via soit un chat, un numéro de téléphone euh, ou, ou par mail, ce qui est un canal de communication officiel et plus et assez direct en fait. On y reviendra plus tard. Malheureusement, le, le numérique est censé être accessible pour toutes et tous, mais il y a certaines personnes qui préfèrent quand même euh, se déplacer, aller au guichet de la banque pour certaines démarches. Et on voit entre 2010 et 2020 que, que le nombre d'agences a diminué de 45%. C'est une tendance qui se dessine. Il y a plus de 400 agences qui se sont qui ont fermé rien qu'en 2020. Et donc, les personnes sont de plus en plus confrontées à des portes fermées, des banques fermées, et doivent se rabattre sur d'autres systèmes. Les conséquences sont que les déplacements sont plus longs, alors, surtout pour les personnes qui vivent qui habitent dans des zones plus éloignées, plus rurales, doivent aller plus loin pour avoir accès à un guichet ou à une banque. Il y a des surcoûts parce que les banques, du coup, passent la facture auprès des clients. Hein. Nous sommes des clients plus que des citoyens. Voilà, donc il faut bien payer pour ces services. Ces surcoûts sont dilués chez tous les utilisateurs de la banque. Un sentiment d'abandon pour les personnes isolées qui appréciaient justement cette proximité avec leur agence. Ben, ça dénature un petit peu le service et on voit que c'est le réseau de proximité, le cercle familial, ce sont les amis, les voisins parfois qui doivent intervenir, soit pour aller ensemble jusqu'à la banque, soit pour faire certaines démarches à leur place avec eux, et que donc, là où on avait un banquier qui nous accompagnait, qui nous aidait dans certaines démarches, aujourd'hui, c'est notre entourage euh, qui doit le faire. Alors, le gouvernement a mis en place deux services bancaires qui vise justement à proposer des services de base accessibles à toutes et à tous, avec certaines limites, je le préciserai. Le service bancaire de base, le SBB à l'écran, euh, est d'application depuis 2003 et s'adresse à toutes les personnes qui sont en ordre de ticket de séjour en Belgique. Euh, et le service bancaire universel est assez récent, c'est depuis 2022. 1er janvier 2022 est une obligation pour toutes les banques de proposer un service universel euh, à toute personne qui le demande. Je vous montre maintenant en détail pour chacun des services. Le service bancaire de base, pour 16,34 € par an, vous pouvez euh, faire des dépôts, retraits d'argent, des domiciliations, des ordres permanents, faire toutes les opérations de paiement que vous souhaitez via une carte bancaire. Et donc, c'est pour permettre à toutes les personnes qui résident légalement en Belgique et qui demandent ce service de base, voilà, qui puissent au moins avoir un service bancaire
euh, suffisamment complet et à bas coût, 16,34 € par an. Donc, on est un petit peu plus que 1 € par mois. Pour les personnes qui sont en difficulté financière, ça peut être intéressant pour éviter justement que la banque ne fasse payer bonbon pour des démarches, juste parce que la banque a aussi des coûts à couvrir. Je ne vais pas diminuer ça, mais pour les personnes plus, plus précarisées, ça peut être intéressant. À côté de ça, il y a le service bancaire universel, donc en vigueur, c'est une charte qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, coûte à son tour 60 € par an, soit 5 € par mois. Et là, par contre, on est limité dans le nombre de transactions, hein. On peut faire 24 retraits gratuits par an, 60 opérations manuelles. On peut toujours faire des domiciliations, des ordres permanents et impression gratuite des extraits de compte aux automates, retrait mensuel et envoi une fois par mois par la poste à un tarif raisonnable. Maintenant, ça sera à la libre appréciation de chaque banque de décider ce qui est raisonnable. En tout cas, on voit que c'est un service accessible à tout le monde et il n'y a plus le côté résident légal en Belgique, donc en ordre de titre de séjour, carte d'identité, je ne sais quoi. Euh, voilà. Les deux sont intéressants à savoir pour les personnes qui sont en difficulté financièrement ou qui souhaitent quand même avoir un service bancaire minimum. Le titre de séjour, ça ne doit pas nécessairement être une question de titre de séjour, mais on peut aussi penser à des personnes qui sont sans abri ou sans domicile fixe, qui souhaitent avoir accès à un service bancaire universel. Euh, voilà. Différents cas de figure. Et donc, les banques et l'État belge cherchent à être petit à petit plus inclusifs. 4. Tendance à venir. Il y a de nouveaux services qui sont liés à ce qu'on appelle la donnée, la data, donc toute l'information numérique dont les banques et les entreprises informatiques et de conseil, consultance disposent. Au plus on fait de transactions par Internet, au plus, donc smartphone via l'application ou online banking, au plus les banques connaîtront notre profil de notre profil financier et donc ils pourront jouer là-dessus. Euh, on va vers plus de paiements mobiles, hein. Je l'évoquais, ce sont les paiements par code QR déjà dans les magasins, entre personnes. Développement des smart banks ou néobanks, ce sont toutes les banques en ligne. Je sais que KeyTrade mise très fort là-dessus. C'est une banque qui est quasi exclusivement en ligne. Ils ont un siège, mais qui est difficilement accessible. Ils n'ont pas de bureau, très difficilement accessible, contrairement à d'autres banques plus grandes, traditionnelles, comme Fortis par exemple, ou la Banque de la Poste. Les chatbots, donc là c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de répondre à certaines questions entre la banque et le client. Video banking, on l'a vu pendant le confinement. Si vous avez des questions, au lieu de vous déplacer, de prendre rendez-vous, eh ben, on peut peut-être passer un coup de fil, comme nous sommes sur Zoom ici. Eh ben, peut-être que vous pouvez poser votre question à votre banquier, comme ça par appel vidéo. Et alors, c'est aussi tout ce qui est prévention de blanchiment d'argent. Au plus, on peut suivre le trafic sur Internet, ben, en plus, euh, on peut tracer d'éventuelles dérives financières. Il existe des distributeurs neutres, ce qu'on appelle des distributeurs bateau-pin, qui sont en fait à l'initiative je crois, 4 grandes banques de Belgique. Et donc, les grandes banques ont décidé de,
de supprimer, ça je vous l'avais déjà dit, hein, de supprimer leurs agences, de supprimer certains distributeurs de billets de leur propre enseigne, mais de contribuer ensemble à des distributeurs neutres. Et donc, ça n'est pas, il n'y a pas le logo de ING, Belfius, Fortis ou quelconque autre banque. Euh, il y en a dans les grandes villes en Belgique, et l'objectif est d'en avoir aussi partout dans les espaces qui sont plus difficilement accessibles, surtout en zone rurale, justement là où ils ont décidé de supprimer des agences bancaires ou des distributeurs de billets pour que tout le monde puisse toujours avoir accès à un distributeur et faire quelques opérations de base via cette machine. Ouais, je le dis en mon nom, mais je pense que c'est une belle initiative qui justement compense le fait d'avoir fermé des guichets ou à minima d'avoir supprimé les distributeurs de billets dans des zones reculées ou même parfois en ville. Quand on parle d'agences délocalisées, en fait, les banques ferment leurs agences, je vais lire et redire, et elles changent un petit peu de dynamique. Elles vont s'appuyer sur des commerces de proximité pour être la personne intermédiaire entre le client et la banque. Et donc, ce seront peut-être des petits commerçants de tabac, de journaux qui vont servir d'intermédiaires et aider, par exemple, à l'ouverture d'un compte, accepter de recevoir dans un sens ou dans un autre du courrier pour la personne. Voilà, donc ce seront des intermédiaires, ce ne seront pas des agents bancaires, mais ce sont des intermédiaires pour certaines opérations bancaires. Et alors, quatrième tendance qui se profile, l'euro numérique. Donc, pour faire très simple, dans les grandes lignes, chaque chaque euro que vous avez sur votre compte en banque, épargne ou à vue, il existe un équivalent en billets ou en monnaie. Maintenant, ce que l'Europe va faire, c'est de continuer à créer de l'argent, sauf que elle va créer de l'argent sans avoir un équivalent physique en billets ou en pièces de monnaie parce que on paye de plus en plus avec sa carte bancaire, et donc ce sont des paiements qui sont plus numériques et donc on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent en cash. Il existe en ligne, et de plus en plus on va aller vers de l'argent numérique. Ça ne veut pas dire que le cash va disparaître. Je ne m'avance pas sur les petites pièces rouges de 1, 2 et 5 centimes, mais en tout cas, en termes de création d'argent, l'euro numérique va prochainement voir le jour. En 2022, il y a aussi les comptes nickel qui ont vu le jour. Et ça, je vous parlais déjà des services bancaires universels. Ceci s'en rapproche aussi. C'est une initiative qui, sauf erreur, a commencé en France et qui petit à petit commence à faire effet tache d'huile dans le reste de l'Europe. Et donc, c'est nouveau en Belgique. Je sais qu'ailleurs en Europe, ça commence aussi petit à petit à se, à se répandre. Et donc, vous avez un compte et une carte que vous pouvez activer en 5 minutes de nouveau à travers via un commerce de proximité, tabac, petite librairie. Une carte de débit Mastercard qui coûte 20 euros par an. Il n'y a pas de conditions d'accès. Donc, de nouveau, en termes de titre de séjour, il n'y a pas de réelles conditions d'accès, si ce n'est que c'est ouvert à 190 passeports, et il y a, si je ne me trompe pas, j'hésite entre 193 ou 196 États reconnus aux Nations Unies. Donc, vous voyez qu'on a presque la totalité des États reconnus dans le monde qui peuvent faire appel
à ces passeports. Et de toute façon, même si c'est pas idéal, les personnes qui ne rentrent pas là-dedans peuvent faire appel au service bancaire universel, toujours pour 20 euros par an. Non, c'était 60 euros par an, pardon. 60 euros par an. Euh, voilà. Donc, c'est quand même très inclusif. Euh, Ce que les grandes banques ne font pas nécessairement, il y a des critères d'entrée pour ouvrir un compte dans les grandes banques traditionnelles. Voilà. Vous pouvez retirer de l'argent dans tous les distributeurs en Belgique ou à l'étranger. Vous pouvez payer avec en magasin. Distribution via un réseau buraliste, donc ce sont les petits commerces de proximité qui font la distribution, tout comme vous pouvez acheter une recharge euh, de téléphone ou acheter une carte, un chèque cadeau à la Fnac. Vous pourrez acheter une carte, un compte nickel maintenant dans les magasins. On parle d'inclusion bancaire. Il faut, voilà, on prend maintenant le temps de poser quelques mots sur une définition de ce qu'est l'inclusion bancaire, parce que c'est ça qui va permettre de savoir comment répondre à ça, nous, en tant qu'aidants numériques, et peut-être pour les banques aussi, pour comprendre justement au regard de, de ce contexte, comment on peut faire pour aider les personnes qui sont soit en vulnérabilité numérique ou en difficulté financière. L'inclusion bancaire fait référence à un processus par lequel une personne peut accéder et ou euh, utiliser des services et produits financiers proposés par des prestataires entre guillemets classiques, adaptés à ses besoins, lui permettant de mener une vie sociale normale dans la société à laquelle elle appartient. Donc ici, c'est vraiment il faut jongler d'une part entre l'accès à un service et aux produits et d'autre part permettant d'avoir pouvoir mener une vie normale. Et c'est dans l'équilibre entre ces deux aspects qu'on sera les plus inclusifs possibles. Maintenant, si une banque, par exemple, n'a pas de guichet, ben, elle n'est peut-être pas 100%, euh, du coup, elle n'est pas 100% accessible, du coup, elle n'est pas 100% inclusive. Vous voyez? Et donc, l'inclusion bancaire vise à être le plus accessible pour tout le monde euh, et pour que, in fine, toute personne qui a besoin d'un service de paiement, d'épargne, de gestion bancaire, demande de crédit, voilà, puisse le faire comme il ou elle le souhaite. Il y a un premier enjeu assez important, ce sont les usages. On sait que il y a une fracture numérique en Belgique qui est non négligeable. Je le présenterai tout de suite. Et l'usage des services bancaires et des services numériques est assez important là-dedans. On sait que 98% des ménages disposent d'un compte de banque. Donc, ça veut dire il y a 2% des ménages qui ne disposent pas de compte en banque. Donc, ces personnes ont aussi besoin d'un service, euh, d'un service bancaire. Je vous ai dit au début du webinaire le nombre d'abonnements de banques en ligne, ordinateurs et smartphones, presque 15 millions et un peu plus de 10 millions ordinateurs et smartphones respectivement. Par contre, euh, le numérique pourrait être un levier pour faciliter la gestion budgétaire, mais ça ne l'est pas forcément. Les personnes qui ont des difficultés avec le numérique ou qui sont en difficulté financière ne profitent peut-être pas de toutes les fonctionnalités bancaires pour gérer leurs finances et ça fait maintenant l'objet de la suite. 46% des Belges et selon le dernier baromètre de l'inclusion numérique
publié par la Fondation Roi-Baudouin début septembre, en situation de fragilité numérique et donc dispose de faibles compétences numériques. Même si les personnes ont accès aux services bancaires, si nous disposons tous d'un smartphone dans notre poche, en moyenne c'est 90% de la population belge entre 16 et 74 ans, donc d'office entre 0 et 16, c'est pas pris en compte, et on peut se poser la question ce qu'il en est pour les personnes de plus de 74 ans. Même si elles ont accès à un service, est-ce qu'elles savent vraiment l'utiliser? Euh, voilà, je vais peut-être caricaturer, mais parmi les personnes présentes dans ce webinaire, euh, je, je- je pense qu'on sera au-dessus de 90% de personnes qui disposent d'un smartphone, mais voilà, je ne peux pas en jurer. Par contre, combien de personnes ont un compte TikTok? Et qui sait utiliser TikTok? Et le bancaire, c'est la même chose. Bien qu'on ait un smartphone et qu'on ait accès donc à l'appareil, ça veut pas encore dire qu'on a l'application bancaire sur son smartphone. Ça veut pas encore dire qu'on sait se connecter sur le PC banking. Et donc, il y a là quand même un élément important dont il faut se souvenir dans notre accompagnement euh, pour adopter les services bancaires digitaux. Euh, L'accès, c'est une chose, mais après, il faut faciliter l'accès et encourager un usage via la formation notamment. Mais souvent, les personnes ont une certaine peur d'utiliser le numérique pour gérer leur compte, hein. Il y a des freins psychologiques. Ici, quelques chiffres pour 2020. Il y a eu plus de 67 000 transactions frauduleuses en ligne. Il y a eu 34 millions d'euros nets en 2020 qui ont été volés chez les citoyens et les citoyennes belges à travers ces transactions frauduleuses, et ça augmente tout le temps. Donc, on sait qu'il il y a des types d'arnaques qui font que les personnes s'inquiètent de savoir est-ce que c'est prudent de payer via telle plateforme, est-ce que c'est prudent d'avoir mon application bancaire sur mon smartphone, est-ce que je peux faire confiance au site Internet. Donc, il y a un fond de vérité, c'est que les arnaques existent, mais il faut en parler et il faut aussi savoir comment fonctionnent justement les arnaques d'une part et comment fonctionne aussi la gestion des banques, de ces comptes en ligne pour pouvoir rassurer les personnes qui ont des inquiétudes par rapport à ça. Alors, on organise la semaine prochaine, mercredi, si je ne me trompe pas, un webinaire sur la sécurité en ligne où on va dans le détail sur le phishing, le smishing, les fausses applications, les mules financières, euh, les arnaques aux faux supports techniques, faux supports bancaires. Voilà, je vous passe les détails. En tout cas, on va, pendant ce webinaire, voir euh, euh, plus en profondeur comment ça fonctionne et comment contrer ça. En tout cas, je peux vous donner trois conseils aujourd'hui déjà. Un, ne communiquez jamais votre code PIN ni vos mots de passe à qui que ce soit par quelconque moyen. Ça, c'est la règle d'or. Un mot de passe et un code PIN ne doit être inscrit que dans la tête de la personne, dans votre propre tête. Sinon, un hacker, un pirate aura trop facilement accès. Si vous l'écrivez par message à quelqu'un, que le téléphone de l'autre personne est piraté, voilà, le, les hackers auront trop facilement accès euh, à vos comptes, finalement, si vous mettez vos mots de passe, si vous écrivez vos mots de passe quelque part. Ensuite, il y a énormément de messages frauduleux qui circulent par mail, par téléphone, par WhatsApp même, des faux sites qui existent. Ignorez tout ce qui vous semble louche, tout ce qui vous semble suspect,
tout ce qui ne vient pas via, tout ce qui ne vous parvient pas via un canal de communication officiel, ignorez-le et aussi allez vérifier auprès d'une source fiable, votre propre banque, une personne de contact. euh, voilà, est-ce que ceci a l'air légitime? Est-ce que c'est légitime? Plutôt que de cliquer sur le premier lien venu. Il y a eu énormément de messages qui ont circulé sur euh, les impôts en disant le service fédéral, public fédéral doit vous rembourser X centaines d'euros suite à votre déclaration d'impôt. Cliquez sur le lien suivant pour toucher cet argent. En fait, c'est un faux lien. Enfin, si, c'est un vrai lien, mais derrière lequel il y a un site frauduleux qui récupère vos données et vos données bancaires. It's Me aussi, il y a eu beaucoup de liens messages qui ont circulé. Et alors, troisièmement, n'effectuez des virements que via votre application bancaire habituelle euh, ou via le site de la banque, plutôt que via des plateformes hébergées sur certains sites. Voilà, si vous avez un doute, si on vous demande de payer via un site auquel vous ne faites pas confiance, eh ben, retournez à votre banque et faites-le à partir de là. Comme ça, il y aura un meilleur suivi des opérations bancaires. Réfléchissez un petit peu à quoi sert le paiement, d'où il vient, ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je peux pas prendre 24 ou 48 heures pour réfléchir et appeler ma banque si besoin aussi? Voilà. Comme ça, vous restez dans des canaux de communication et d'utilisation officiels. On a parlé des usages. Maintenant, je vous parle des compétences et malheureusement, tout le monde n'est pas armé de la même manière pour utiliser un appareil numérique. Malheureusement, le numérique est pour certains groupes, certains publics inaccessibles. Les seniors, par exemple, mais pas exclusivement. Et encore, quand on parle de seniors, il ne s'agit pas de tous les seniors, c'est une généralité, je le conçois bien. Une partie des seniors a une diminution des capacités physiques et cognitives et donc ont plus de mal à utiliser ou s'approprier le numérique. Ils ont un équipement informatique qui est plus faible, plus réduit. Ils disposent peut-être d'un ordinateur, c'est peut-être encore une tour plutôt qu'un ordinateur portable, peut-être pas de smartphone, peut-être pas de tablette. Et, euh, et ce sont des publics qui sont plus fortement isolés, plus que d'autres tranches de la population, mais de nouveau, pas exclusivement. Et donc, quand on fait la somme de ces différents facteurs, ce sont des publics euh, qui, sont, qui sont plus propices à perdre leur autonomie dans leur gestion euh, numérique, administrative et bancaire. Et donc, là, il faut aussi les accompagner pour qu'elles puissent gérer elles-mêmes leur compte. Alors, on vous présente ici quelques solutions pour que vous, en tant qu'aidant numérique, aidant et aidante, puissiez accompagner au mieux vos bénéficiaires, les participants à vos workshops. Euh, En résumé, il y a deux axes d'intervention. Le premier, c'est accompagner les personnes et lever les freins. Le deuxième, c'est faire monter en compétences. quel- le bancaire, le bancaire et la finance est un sujet assez sensible. On parle difficilement de son propre portefeuille, de sa gestion de son portefeuille. Il faut mettre les gens en confiance vis-à-vis du numérique d'une part et du bancaire en ligne d'autre part. En tant qu'aidant numérique, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ces publics pour les rassurer, expliquer comment ça fonctionne, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les astuces pour gérer ça au mieux, et donc aider à ce que les personnes puissent s'approprier le sujet. Une personne motivée et rassurée sera beaucoup plus encline à faire le pas vers le numérique que quelqu'un qui reste sur sa peur. Et surtout, n'en parlons pas, c'est tabou. Voilà, on risque de tourner en rond et
et de ne pas aider la personne. Parce que si elle ne fait pas appel à vous, elle fera appel à la famille, à son voisinage, son entourage ou à personne et ça peut lui coûter de l'argent, du temps, de l'énergie ou peut-être de l'inquiétude inutilement dépensée. Deuxième bloc, faire monter en compétences. Et là, je vous présente rapidement les outils mis à disposition par Wikifin, 1, 2, 3 Digit et Febelfin. Les compétences, on voit ça sur deux axes. D'abord, ce sont les compétences numériques de base, ordinateur et smartphone. Et ensuite, toutes les compétences liées à l'usage des outils de banque en ligne. Il est difficile de concevoir, d'avoir accès à la banque en ligne si on n'a pas accès ou si on ne maîtrise pas le volet en ligne. Il faut maîtriser l'ordinateur ou le smartphone dans ses fonctionnalités principales, l'allumer, l'éteindre, installer un programme, utiliser un navigateur Internet, euh, comprendre comment fonctionne un mot de passe, avoir un compte privé pour pouvoir ensuite aller sur le bancaire en ligne. Il ne faut pas brûler les étapes et donc c'est pourquoi on vous encourage d'abord à bien vous assurer que les personnes maîtrisent les compétences numériques de base et ça peut vraiment aller de faire la distinction entre un clic gauche et un clic droit. Si la personne voilà, ne maîtrise pas un ordinateur, elle est plus susceptible de faire des bêtises aussi ou de cliquer sur n'importe quel lien puisqu'elle n'a pas cette sensibilité euh, critique d'Internet, sur Internet ou en ligne que nous avons peut-être. Et puis deuxièmement, compétences liées à l'usage des outils de banque en ligne. Bah, là, c'est un autre domaine, c'est plus niche déjà, donc c'est moins large. C'est de comprendre comment fonctionne, par exemple, la double authentification. Quand je rentre un mot de passe sur un site, vu qu'on me demande de confirmer via un lien par email, voilà, ça c'est propre à, euh, à des, à des plateformes qui sont plus sécurisées. Et donc là, ce sont d'autres compétences qui sont moins génériques, plus spécifiques. Et donc, il faut bien jouer sur ces deux tableaux. En tout cas, il y a un socle à avoir, qui sont les compétences numériques de base. Je vous ai parlé des freins psychologiques qu'il faut aider à, à, comment dire, à effacer, hein, ce sont des barrières qu'il faut retirer, qu'il faut surmonter. Personnes qui craignent pour la sécurité des services bancaires en ligne, qui préfèrent des preuves papier, qui préfèrent un lien social, une interaction humaine, ou qui préfèrent se faire accompagner. Là, on vous propose quelques arguments pour justement essayer de convaincre que le numérique peut être une solution. Et évidemment, à chaque personne son inquiétude. L'argument euh, de frein psychologique, mais aussi à chaque personne un argument auquel il ou elle sera sensible. Et si on a une personne âgée dont l'enfant et le petit-enfant dit, écoute, tu géreras ça, tu seras plus autonome et tu pourras toi-même faire un suivi de tes finances, ben, peut-être qu'elle dira, oui, non, j'attends de voir, j'attends de voir. Si vous, en tant qu'aidant numérique, vous le dites aussi, au plus on est à donner différents arguments, peut-être qu'il y en a un qui fera mouche. Et c'est là où finalement on aura gagné. Donc, comment rassurer sur la sécurité en ligne, comment fonctionnent les systèmes de double authentification avec la carte et les codes à rentrer, hein, les fameux M1, M2, Challenge, Code PIN, etc. Euh, Comment valoriser que la banque en fait garde une trace de justement tous les papiers qui sont plus facilement en ligne, accessibles en ligne. On a une trace de tout. C'est mieux organisé que dans nos classeurs à la maison. Quoique, hein, je veux évidemment pas présumer, préjuger de votre classement papier à la maison. Mais en tout cas, on a accès à tout, on a accès à nos archives. On peut garder un lien social
grâce au numérique, on peut rester en contact avec son banquier, même si on gère son administration en ligne. Voilà, gérer son autonomie, des arguments que j'avais déjà évoqués. Et donc, soyez conscient que chacun a peut-être un argument qui mettra en avant et que chaque personne sera aussi sensible à euh, d'autres arguments constructifs. Et voici donc un aperçu des avantages. C'est un gain de temps parce que c'est accessible tout le temps. On ne doit pas prendre rendez-vous, se déplacer. C'est un gain d'argent parce que les transactions en personne sont malheureusement aujourd'hui devenues de plus en plus payantes, plus souvent payantes, pas tout le temps, mais ça arrive. On gère mieux son budget parce qu'on a une autonomie sur sa gestion de budget. On reste en contact avec son conseiller et on a différents canaux de communication. C'est le chat, c'est le mail, c'est par visioconférence, c'est par appel. Donc, on reste quand même en contact avec sa banque. On a une autonomie, je l'ai dit, et on a accès à toutes ces archives en ligne. Donc ça, ce sont quelques arguments à avancer pour mettre en avant les avantages. On parle de banque inclusive. Quels sont les critères d'inclusion pour une banque? C'est une liste qui peut être allongée, évidemment. C'est le nombre d'agences ouvertes déjà. Et vous voyez à gauche que la Banque de la Poste, Bipost Bank plutôt, est plus inclusive que KeyTrade, qui, elle, est une banque quasi exclusivement en ligne. Euh, et c'est la distance, donc peut-être indépendamment du nombre de guichets ouverts, c'est la distance jusqu'à la banque. Si la personne a du mal à se déplacer, eh ben, peut-être on va privilégier la banque la plus proche. C'est les heures d'ouverture. Est-ce que je peux m'y rendre facilement? Le nombre de distributeurs, c'est le prix des services. Est-ce que ça ne me coûte pas trop cher d'avoir un compte à vue? Quels sont les frais trimestriels ou à l'année? Voilà. Donc, quelques critères pour savoir si une banque est inclusive ou non. Voilà. Pour former les personnes, on organise pendant le deuxième temps de ce cycle de webinaire, parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout aborder, on vous présentera les ressources à disposition sur 1, 2, 3 digits et je pourrai vous mettre dans le chat le lien vers la thématique euh, banque en ligne. On travaille sur 1, 2, 3 digits sur les compétences numériques de base et sur des thématiques spécifiques, hein, comme je viens de le dire, la banque en ligne, mais c'est aussi son administration en ligne, la santé, l'école, la mobilité. Il y a différentes thématiques. La plateforme est amenée à évoluer, grandir toujours. Euh, voilà. En tout cas, ceci est déjà un outil qui permet de renforcer les compétences des apprenants et qui peut vous servir dans votre accompagnement. Vous voyez, on a maintenant 16 modules sur les compétences numériques de base, 8 ordinateurs, 8 modules smartphone. On a plusieurs modules sur l'online banking. Il y en a plus qu'un. On en a mis un euh, en avant, comment se connecter, consulter son solde et faire des opérations bancaires. Il y a aussi comment installer euh, son application bancaire mobile sur son smartphone, comment effectuer des paiements avec Payconic, comment scanner un code QR. Ça, c'est plus smartphone, mais ça peut être intéressant pour un paiement. La banque et les achats en ligne, les paiements sécurisés avec un petit simulateur et, in fine, la sécurité sur Internet. DemoBank est aussi un outil très intéressant. C'est un simulateur d'une banque en ligne. Donc, c'est un, une interface neutre où, et vous le voyez ici dans le coin de l'écran, on a un aperçu sur les comptes à vue et d'épargne. On peut voir ses extraits de compte, on peut faire des virements. Tout ça dans un environnement simulé, ce qui veut dire que vous n'aurez pas, vous, à montrer votre compte en banque pour montrer comment faire un virement. Vous n'aurez pas à demander à votre apprenant
ou à votre bénéficiaire de se connecter sur sa banque en ligne pour avoir accès à ses comptes, ce qui en termes de déontologie a certainement ses limites aussi. Et donc ici, vous avez un environnement simulé pour une banque en ligne. On, on vous propose donc un cycle de 3 webinaires, dont celui-ci était le premier, inclusion financière par le numérique. Le deuxième aura lieu ce mercredi, décryptage des outils numériques pour l'accompagnement budgétaire. On va aller dans le détail de ce que je viens de présenter sur 1, 2, 3 digits et des mots banques. Et semaine prochaine, sécurité en ligne en partenariat avec Febelfin sur justement tous les types d'arnaques et comment y répondre. On envoie régulièrement des newsletters aussi pour rester au courant des dernières tendances sur le numérique et le bancaire en ligne. Voilà, et on vous outille du mieux qu'on peut avec toujours plus de nouveaux modules, soit que nous créons nous-mêmes, soit que nous mettons à disposition via 1, 2, 3 digits, des modules qui ont été créés par la communauté 1, 2, 3 digits ou mis à disposition via les aidants conformes et qui participent à nos webinaires. Voilà. Ceci est la fin du webinaire, de la présentation en tout cas. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions ou des réactions. Et sinon, n'hésitez pas à les poser maintenant, euh, on, à l'écrit, à l'oral. Je, je vais aussi vous mettre... Ah non, je vois que mon collègue l'a déjà fait. Hein. Vous avez le lien Live and Bright dans le chat. Donc, vous pourrez facilement vous inscrire au prochain webinaire. Et si par la suite, vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail contact@123digit.be. Je vais regarder s'il y a des questions. Et sinon, avant toute chose, je tiens aussi à vous remercier euh, pour votre participation. OK. Eh ben, de rien tout le monde, je suis content de voir autant de merci. Euh, je, je vous invite à aller faire un tour sur 1, 2, 3 digits sur la thématique bancaire et je vais partager mon écran. Comme ça, vous verrez où ça se trouve. La plateforme est bilingue. J'étais en néerlandais pour le webinaire néerlandophone ce matin. Voilà, vous avez accès donc gratuitement, moyennant un compte, euh, euh, à un centre de ressources. Je vous présente tous les thématiques, donc compétences numériques de base, ordinateur et smartphone, administration en ligne, insertion professionnelle, parentalité, mobilité, santé. Et il y a une thématique, et c'est celle-là que je vous encourage à aller regarder, et que sinon nous allons regarder ensemble mercredi pendant le prochain webinaire. Donc, comment se connecter, consulter son solde et faire un virement. Euh, il y a ici comment effectuer des paiements mobiles avec Payconic. Découvrir le PC banking avec DemoBank, c'est celui dont je vous parlais aussi. Quelques ressources tierces par le SPF Économie et Febelfin. Découvrir les achats en ligne et le paiement sécurisé sur Internet. Celui-ci aussi est un simulateur très, très chouette à mon sens, très ludique. Découvrir les bons plans pour faire des économies. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une banque de ressources assez, assez complète qui est amenée à encore grandir. Et si vous utilisez du matériel d'animation, on est intéressé, pardon, à le mettre à disposition de la communauté pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Je vois une question d'Anne. L'outil de simulation est sur la plateforme 1, 2, 3 digits. Euh, Oui, effectivement. Donc, vous avez accès, donc si vous avez déjà un compte sur 1, 2, 3 digits, vous pouvez aller le lien ici, découvrir le PC banking avec DemoBank et le site web et le site web même de Wikifin qui s'ouvre là. Euh, donc,
J'ai euh, cet écran ici. Euh, Vous voyez, ça, c'est une fausse carte de banque et donc vous pouvez vous connecter comme si c'était un compte, un réel compte bancaire, sauf qu'on est dans un simulateur, j'insiste. Et 8Care ou l'équipe 1, 2, 3 digits a créé une trame d'animation pour proposer euh, comment utiliser en fait ce simulateur pendant vos cours. Euh, voilà. Donc, il y aura, vous voyez ici, c'est un assez long document, mais c'est pour vous en tant qu'aidant numérique. Voilà, pour un workshop de 2 heures, niveau avancé. Euh, Ça veut dire qu'on est proche de l'autonomie, mais pas encore tout à fait. On, voilà, on pose la question, qui connaît la définition d'un ordre permanent, d'un compte à vue, d'un compte émetteur, un virement? Voilà, donc c'est une trame d'animation et on vous montre aussi comment utiliser, euh, des mots banques avec des captures d'écran euh, qui sont, qui sont sorties du simulateur. Voilà. La présentation PowerPoint vous sera partagée. J'en profiterai pour vous envoyer aussi le lien vers un, 2, 3 digits. Euh, voilà. Et, et si vous avez raté quelque chose, je vais très prochainement arrêter l'enregistrement. Vous pourrez donc voir tout ça en replay euh, sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien euh, dans un mail prochainement et ça sera aussi accessible dans notre prochaine newsletter. Voilà. Ceci donc pour le webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt pour les 2 prochains. Bon après-midi tout le monde.